Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il n'est pas admissible, il n'est pas tolérable que l'on continue à empêcher tout le monde de travailler, à bafouer les professeurs et les recteurs et les doyens et à détruire le matériel et les équipements. Ce n'est pas tolérable et ce ne sera pas longtemps toléré. Cet avertissement lancé hier soir par le président Georges Pompidou au cours de son entretien avec Serge Maffert s'inscrit en toile de fond de la consultation qui a lieu ce matin à l'université, à la faculté de droit et des sciences économiques de Nanterre. Depuis ce matin, 10 heures, les 8000 étudiants de Nanterre, de cette faculté de droit et des sciences économiques, sont appelés à se prononcer sur le nouveau règlement intérieur de la faculté. Ce règlement prévoit, entre autres, que tout étudiant, chaque étudiant doit avoir sur lui en permanence sa carte d'étudiant, de façon à pouvoir justifier à tout moment de sa qualité, que tout port d'armes ou d'objets pouvant servir d'armes est interdit et que toute réunion ou manifestation à l'intérieur des locaux doit faire l'objet d'une autorisation du préalable du recteur. Bien entendu, les organisations d'étudiants n'ont pas donné les mêmes consignes à leurs adhérents. L'UNEF et les gauchistes recommandent le boycott. L'UNEF Renouveau de tendance communiste et l'organisation MARC, regroupant les étudiants de tendance socialiste, recommandent l'abstention. Enfin, les autres organisations d'étudiants invitent leurs adhérents à participer à cette manifestation. Dominique Laury est sur place à Nanterre, il nous a téléphoné tout à l'heure, il nous a dit qu'à midi, la participation était de 20%, c'est-à-dire que cette participation est supérieure à ce qu'elle était après 2 heures de scrutin l'année dernière au cours des élections au conseil paritaire de la faculté. Dominique Laury a rencontré l'assesseur du doyen qui s'estime satisfait de cette participation provisoire et de déroulement de la consultation. Tout est calme pour le moment à Nanterre et on espère bien entendu que ce calme se poursuivra dans l'après-midi. L'université a été l'un des thèmes abordés hier soir à la Mutualité par Edgar Faure et Roger Garaudy. Tous deux participaient à une réunion organisée par le Club Convention sur le thème marxisme et participation. Ce débat portait également sur les problèmes économiques, la société de consommation et le pouvoir ouvrier. Un témoin de ce face-à-face, Daniel Brem. La participation est moins, pour moi, dans l'université, une fin en soi, qu'un moyen de sortir l'enseignement de sa sclérose et de son isolement. Voilà comment j'ai vu ce problème de la participation. Maintenant, vous parlez de mon successeur. C'est un des rares sujets qu'il me soit interdit d'aborder. On disait dans la vie politique que, comme règle, on avait toujours un prédécesseur incapable et un successeur intrigant. Ce que je puis dire, c'est que je rends un grand hommage à M. Guichard, parce que quand je suis parti du ministère, à la demande d'autrui, les réactionnaires obtus qui avaient fomenté mon départ, depuis le CDR de Dijon jusqu'à une bonne partie d'une association dite par antiphrase pour l'université moderne, et dont M. Michel Alliot a apprécié l'accueil agréable, si je ne me trompe, j'ai vu ça dans le monde ces jours-ci, tous espéraient que je serais remplacé par un anti-réformiste. Alors là, il se trouve que M. Guichard, très loyalement et très honnêtement, a pris le parti de continuer la politique de réforme et de la continuer sur les lignes principales. Donc je crois que c'est une chance pour nous d'avoir M. Guichard à la tête de l'université. Il ne faut pas jouer la politique du pire. Ah, songez à qui vous pourriez avoir. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit en ce qui concerne la participation à l'université. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Je pense, et je le dis tout net, que ce que vous avez fait dans ce domaine était une chose très positive et malheureusement vous avez un successeur pour lequel je serai moins bienveillant que vous, bien qu'il soit aujourd'hui mon patron, et en vous disant que l'éloge que vous en avez fait consiste à énumérer les crimes qu'il n'a pas commis, ce qui est quand même assez limité comme éloge. Que d'énergie perdue par ces faux révolutionnaires, qui sont souvent des hommes intelligents. Ils pourraient produire quelque chose. Écoutez, vraiment, si ces gauchistes qui partent d'une idée généreuse avaient soutenu notre politique sur la loi d'orientation, sur la participation, mais je vous assure, ils se plaignent de la réaction actuellement dans les universités, mais ils l'auraient évité. Comment voulez-vous faire une politique progressiste si l'on est combattu par les adversaires du progrès et par les partisans du progrès à la fois? C'est pas commode. Est-ce que cette révolution sera violente ou pacifique?
Mais je dirais volontiers que cela ne dépend pas des seuls révolutionnaires. Pour être pacifique, il faut être deux. Et dans la mesure où un régime veut s'instaurer avec l'assentiment de la masse de la population, si par les armes une contre-révolution avec l'appui extérieur intervient, il faudrait répondre avec les mêmes moyens, même le plus pacifique des socialistes français, qui était Jaurès, prévoyait, avant sa mort, je répète à peu près textuellement sa formule, que le premier pays qui s'engagerait dans la voie du socialisme verrait se diriger contre lui toutes les calomnies et toutes les armes du vieux monde capitaliste affolé, et que s'il ne répondait pas au fer par le fer et au feu par le feu, c'en serait fini du socialisme. Oui, la dernière partie de M. Garaudy, celle que vous venez d'entendre à l'instant, répondait à une question: la violence est-elle essentielle pour la Révolution? Cela dit, François-Henri de Virieux, j'ai parlé en début de journal de l'avertissement lancé par le président Pompidou aux étudiants contestataires. Eh bien, cet avertissement vient d'être suivi d'un effet oui, effectivement. qui montre la fermeté du gouvernement. Oui, effectivement, le gouvernement vient de prouver sa volonté d'être ferme à l'égard du mouvement révolutionnaire. Et on apprend à l'instant qu'une vingtaine de gauchistes appartenant à des mouvements révolutionnaires ont été arrêtés. Bien qu'on ait pour l'instant peu de précisions sur ces arrestations, il semble qu'elles soient rapprochées de deux faits divers de ces dernières semaines. L'un est la mise à sac de la mairie de Beulan et l'autre l'incendie des grands moulins de Corbeil, deux localités de la région parisienne. Une partie des gauchistes arrêtés ont déjà été placés sous mandat de dépôt et les autres sont pour l'instant gardés à vue. Je crois que nous aurons des développements sur cette affaire ce soir. Exactement. À 19h45. Nous en venons maintenant aux réactions. Après l'intervention du président Pompidou et bien entendu les réactions dans les différents milieux politiques, syndicalistes, étudiants. Oui, il y a eu effectivement un certain nombre de réactions à l'interview accordée hier par le président de la République française, des réactions des milieux politiques bien sûr, mais aussi dans la mesure où le président de la République a parlé de l'université, de l'ordre à l'université, et de la vie économique et sociale, de l'industrialisation de la France, du niveau de vie, il y a aussi des réactions de milieux syndicaux. Alors commençons d'abord par la réaction politique. Alors d'abord les réactions politiques, eh bien d'abord par la majorité. Monsieur Robert Poujade, qui vous le savez est le secrétaire général de l'UDR, a déclaré, je cite, « Georges Pompidou se montre de plus en plus proche des soucis quotidiens des Français, alors même qu'il apparaît de plus en plus comme l'expression d'une volonté nationale tendue vers l'avenir. » De son côté, M. Michel Dornano, secrétaire général adjoint des Républicains indépendants, a déclaré « Nous ne pouvons que nous réjouir de voir se renforcer l'amitié entre la France et les États-Unis et se rétablir les dialogues et les contacts qui sont nécessaires à la paix du monde. » Du côté de l'opposition, on réagit également. Oui, alors M. Georges Marchais, qui est le nouveau secrétaire général adjoint du Parti communiste, n'attaque pas sur le fond du discours, mais sur la forme. Et il considère qu'à 3 jours du second tour des élections cantonales, le gouvernement, le pouvoir, utilise toutes les chaînes de radio et de télévision alors que, dit-il, il refuse l'antenne au parti de l'opposition démocratique. Le Parti socialiste, pour sa part, s'attache surtout au chapitre économique et social de l'allocution de M. Pompidou. Les Français, fait remarquer le Parti socialiste, sont invités pour gagner la bataille économique au travail et à l'épargne. C'est un langage qu'ils sont prêts à comprendre lorsque la justice sociale l'accompagne, mais, précise le Parti socialiste, ils savent qu'ils ne peuvent espérer cette justice d'un gouvernement représentatif de la classe des possédants et des puissances d'argent. Réaction des organisations d'étudiants maintenant? Eh bien, j'en ai retenu deux, n'est-ce pas? Celle de l'UNEF, qui nous est arrivée tout à fait en fin de matinée. Pour l'UNEF, il est clair que M. Pompidou se borne à développer le thème aujourd'hui classique selon lequel la grande masse des étudiants serait coupée de la minorité révolutionnaire et qu'il a lancé un appel à la répression. Pour la FNEF, qui, je le rappelle, est le grand syndicat rival de l'UNEF, la majorité silencieuse dont parle le chef de l'État avait voté l'an dernier. Elle ne vote plus cette année. Elle fait grève pour manifester sa réprobation vis-à-vis d'une politique qui laisse totalement de côté les problèmes de fond. Les réactions à l'étranger maintenant? Alors, il n'y a pas eu, à proprement parler, si vous voulez, de réaction à l'étranger, dans la mesure, et c'est parfaitement logique, le discours du chef de l'État a été très largement repris par la presse étrangère et par les télévisions étrangères, mais il n'y a pas de réaction, ce qui est logique dans la mesure où M. Pompidou n'a fait qu'une narration de son voyage, donnant une confirmation de la politique française, de ce qu'on savait déjà de la politique française. Je noterai simplement une réaction de l'agence TASS, qui dit ceci: la politique de la France n'est pas la même que celle des États-Unis, bien que les objectifs poursuivis par les deux pays se soient rapprochés. Bien, merci François-Henri de Virieux. Deux informations sociales maintenant. Au ministère de la fonction publique débute aujourd'hui des négociations sur les salaires des fonctionnaires. Cela concerne 1 400 000 fonctionnaires. Et enfin, dans les centres de formation professionnelle, la grève déclenchée depuis 3 jours est suivie diversement selon les centres. Cela va de 60 à 100%. Les syndicats protestent contre la diminution des crédits qui entraîne la suppression de 150 emplois. Au ministère du Travail, on fait savoir que les 150 personnes dont le poste va être supprimé seront reclassés dans les centres où les enseignants sont en nombre insuffisant. On reparle aujourd'hui de
Jean-Jacques Susini et de Gilles Bussia, deux grands noms de l'OAS. Il s'agit cette fois d'affaires d'attaque de banque et de vol à main armée. Jean-Jacques Susini a été arrêté à Paris par les policiers dans les locaux du boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Gilles Bussia, lui, a été arrêté à Marseille. Et Claude Manuel, qui est sur place, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, va nous donner davantage de détails. Eh bien, Daniel Cazal, devant ce numéro 60 du boulevard Gouvion-Saint-Cyr, devant cette annexe du ministère de l'Intérieur, il y a une ambiance que vous connaissez bien, c'est celle de ce que l'on appelle entre journalistes les planques, pendant lesquelles les photographes essaient de saisir un cliché au vol, les caméramans également, et surtout nous essayons de récupérer quelques informations. Et parmi les dernières informations que nous avons pu arracher, sur les 21 hommes qui ont été arrêtés à Marseille et à Paris, il y aurait un certain nombre d'inculpations, il y aurait 16 inculpations très exactement. Il s'agit bien sûr d'une affaire de droit commun, malgré les noms que vous avez prononcés à l'instant. On parle d'une vingtaine de hold-up et surtout d'une affaire un peu étrange. Les policiers qui la menaient depuis longtemps l'avaient baptisée Opération Velours. Elle a été menée par la brigade centrale de documentation et de recherche criminelle, c'est-à-dire la brigade anti-gang, et aussi par les services régionaux de police judiciaire, à Marseille en particulier, Marseille, Paris, un peu partout en France. Cette nuit, un incident un peu rocambolesque. Jacques Lafay, un homme du milieu, que l'on appelle Carcassonne, un homme assez jeune, a essayé de sauter par une fenêtre du 2e étage. Il s'est légèrement blessé, les policiers l'ont rattrapé. 21 hommes arrêtés, 14 ici à Paris, dans cet immeuble du ministère de l'Intérieur, 7 à Marseille. À Paris, Jean-Jacques Susini, 37 ans, un ancien de l'OAS. À Marseille, Gilles Bussia, 32 ans, un autre ancien de l'OAS. Il semble, et c'est ce qui est le plus frappant dans cette affaire, que les hommes arrêtés ne soient pas tous ce que l'on appelle des hommes du milieu. Il y a, nous voulons le dire, d'anciens de l'OAS, des commandos Delta, d'anciens des régiments étrangers parachutistes. Il y a aussi certains de ces hommes qui ont été mercenaires, paraît-il, au Biafra ou au Yémen. Et on leur reproche une vingtaine de hold-up. Ce sont les témoins de certains de ces hold-up, ce sont les témoins, disais-je, de certains de ces hold-up, qui ont remarqué une organisation particulière avec des balais de voitures, qui en ont parlé dans leurs témoignages. Les policiers ont trouvé cela bizarre. Ils ont procédé à un certain nombre de vérifications et c'est ainsi qu'on est arrivé à arrêter 14 personnes à Paris, 7 à Marseille. Une vingtaine de hold-up, vous disais-je, je peux vous en énumérer quelques-uns que j'ai notés au passage. 11 millions en novembre à la Belle de Mai, une banque. L'un de ces hommes s'était déguisé en gardien de la paix. Hold-up de plusieurs millions à Plan-de-Cuc, près de Marseille toujours, un autre à Villefranche-sur-Mer. Une agression contre le bureau des PTT du Rove, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Et aussi, les policiers interrogent les hommes qui sont ici sur cette rocambolesque affaire de l'autorail de Bouc-Cabriès du Marseille-Briançon, où des hommes avaient véritablement arraisonné, presque militairement, un autorail pour voler plusieurs millions qui étaient à bord. Pour le moment, dernière information, 16 inculpations. Voilà le dernier point que l'on peut faire depuis le ministère de l'Intérieur. Eh bien, merci Claude Manuel. Pour la deuxième fois, en 162 ans, Erfurt va être le théâtre d'une rencontre historique. Après Napoléon Ier et le tsar Alexandre en 1808, dont l'entrevue a été immortalisée par François Gosse, les deux Willy Brandt et Willy Stoph, qui sont chanceliers d'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est, vont se rencontrer le 19 mars. Ce sera le premier sommet interallemand. Stéphane Paoli, je pense que l'on peut dire que cette rencontre marque un certain dégel entre les deux Allemagnes. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'annonce de ce sommet Brandt-Stoph à Erfurt a fait un peu l'effet d'un coup de théâtre à Bonn. En effet, des difficultés avaient surgi la semaine dernière à la suite de l'opposition est-allemande au passage de M. Brandt par Berlin-Ouest, et un certain scepticisme régnait dans les milieux politiques quant à la réalisation de cette entrevue. Dans tous les cas, il paraissait douteux qu'elle puisse avoir lieu avant Pâques. Finalement, les deux parties sont tombées d'accord après 5 réunions des plénipotentiaires qui ont âprement discuté pendant près de 20 heures la suggestion de M. Brandt de proposer un autre endroit que Berlin-Est pour ce sommet. Cette suggestion a donc été acceptée puisque la rencontre aura lieu à Erfurt. Alors, si vous voulez, l'événement est interprété à Bonn comme le signe que les interlocuteurs est-allemands souhaitent vraiment le dialogue. Le porte-parole officiel de Bonn, M. Konrad Allers, a souligné que les efforts réciproques ont été consentis de part et d'autre pour surmonter les difficultés. Et il ne fait pas doute que parmi ces efforts figurent des concessions de la part de la République fédérale allemande. M. Brandt, qui souhaitait une entrevue en toute simplicité à Berlin-Est, sans honneur militaire, en raison de la situation particulière de la ville, sera vraisemblablement reçu en fait comme un chef de gouvernement, car Erfurt est une ville intégralement placée sous la souveraineté à laquelle les autorités de la République démocratique allemande attachent tant de prix. À signaler également que la presse allemande accueille très favorablement l'annonce du sommet interallemand. Sommet qui s'insère d'ailleurs dans les contacts actuellement établis par Bonn avec Moscou et Varsovie.
En conclusion, on peut dire que l'événement prend un relief particulier, et bien qu'il soit trop tôt pour préjuger de sa portée, on est forcé de constater d'indéniables signes de bonne volonté. Bien, rendez-vous donc le 19 mars. Moyen-Orient maintenant, eh bien, pour la première fois depuis la fin de la guerre des 6 jours, une unité de l'armée régulière syrienne est passée à l'action. Jean-Pierre Quittard. Voici le plateau de Golan où hier matin, en effet, une unité régulière de l'armée syrienne a tendu une embuscade à une patrouille israélienne. Bilan de cette opération menée à l'intérieur du territoire israélien, 1 mort et 7 blessés. La recrudescence des incidents dans le secteur de Golan et d'une façon générale la pression qui pèse chaque jour un peu plus sur les frontières d'Israël préoccupe au plus haut point les responsables de Tel Aviv. En Israël, on souligne que cette nouvelle initiative militaire syrienne intervient quelques jours seulement après l'accord signé entre le gouvernement irakien et les Kurdes. Pour les observateurs, le gouvernement syrien veut se faire le champion de la lutte contre Israël, et ce, pour faire échec au regain de prestige du gouvernement de Bagdad. Les stratèges israéliens estiment d'autre part que l'armée irakienne pourrait être envoyée très prochainement sur le front israélo-jordanien. Cette nouvelle escalade de la violence intervient quelques heures seulement après la reprise de la concertation des 4 grands aux Nations Unies. Avec nous sur ce plateau de Télémidi, Jacques Tiziou qui a suivi, pour information première, le lancement de Diamant B. Vous êtes arrivé hier de Kourou. C'est ça, oui. Le premier lancement depuis la base de Guyane, le centre spatial de Kourou, c'est une innovation. Premier lancement aussi de la fusée Diamant B, qui est le nouveau lance-satellite français. Tout cela s'est passé dans les meilleures conditions, disons dans les meilleures conditions techniques, puisque le satellite franco-allemand Dial a été placé sur orbite. Il est facile peut-être de lancer un satellite, il est moins facile de ramener des images de Guyane, c'est la rançon de la gloire, et les photos et les films qu'ont ramené nos amis Bossy et Pasquette ont été présentés une première fois hier. Nous allons revoir maintenant ce lancement. La fusée a disparu très très vite, vous vous en rendrez compte, dans les nuages, après avoir largué toute la protection thermique faite de panneaux de plastique. Le vol s'est parfaitement déroulé. Il y a eu bien sûr quelques petits problèmes, mais qui vont être résolus ici en France métropolitaine avec quelques essais supplémentaires. Voilà les panneaux thermiques. Quelques vues de la base juste après le lancement, alors qu'on balayait. Les dégâts étaient extrêmement faibles. Vous êtes satisfait de la façon dont tout ça s'est tenu? Très satisfait. Pour la table, c'est déjà très satisfaisant, mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'environnement qui est quand même très près, et enfin le sas notamment, la porte du hall, rien à souffrir, tout est en parfait état. Prochaine Diamant? Mois d'août. Avec quel satellite? Péole. Monsieur le Président de Nice, la France vient de placer son 6e satellite sur orbite, et le premier depuis le nouveau centre spatial guyanais. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Vous savez, pour moi ça représente beaucoup de choses. D'abord pour ce champ de tir, je pense que ça représente quelque chose, mais je pense que s'il y a des directeurs du centre pourra le dire mieux que moi. Mais moi qui me place plutôt au point de vue de la politique spatiale en général, je trouve que ce lancement est extrêmement important parce qu'au point de vue lanceur, il a marché vraiment tout à fait bien. Et je pense que ça montre aussi bien que les équipes du CNES que les équipes d'industriels en France sont capables de maîtriser, si vous voulez, toute la rigueur nécessaire pour faire ces affaires-là. Et quand même, ça fait le 5e lancement qu'on fait, qui est réussi. On finit par croire que c'est pas seulement un hasard. Je crois qu'il faut rendre hommage aux équipes industrielles et au CNES qui ont mené ça bien. C'est quand même un très bon résultat. Et puis alors, d'une façon plus générale, quand même, je pense que ce lancement qui s'est fait, je trouve que c'est très appréciable en coopération avec les Allemands. Il faut bien dire que les Allemands ont pris de très gros risques dans cette affaire-là. Ils l'ont pris, ils ont gagné. C'est quand même très agréable pour nous, bien sûr. Je crois que ça devrait quand même cimenter un peu une base de coopération en Europe, sans laquelle je crois qu'on n'ira pas très loin. Et qui me paraît au contraire extrêmement importante si elle se matérialise. Les Niçois ont pu voir ce matin de la fumée s'élever au-dessus de leur ville. Eh bien, les studios de cinéma de la Victorine étaient malheureusement la proie des flammes. Un important incendie s'est déclaré la nuit dernière au studio de la Victorine à Nice. Ce matin, les équipes de tournage d'une production suédoise, Nana, dont le premier tour de manivelle devait être donné aujourd'hui même, ne pouvaient que constater l'ampleur du sinistre.
Le feu s'est déclaré dans le plus moderne des bâtiments des studios de la Victorine, entièrement rénové il y a 3 ans. Il comprenait 3 plateaux dont il ne reste plus rien. Ce matin encore, les pompiers étaient sur place et noyaient les décombres fumants. Il leur aura fallu cependant cette nuit plus de 3 heures d'efforts pour maîtriser le feu. Monsieur Clerc, directeur des studios en compagnie d'experts, a tenté d'évaluer le montant des dégâts qui avoisinerait une centaine de millions de francs. Le potentiel des studios a été détruit à 50%. 3 mois seront nécessaires pour remettre les plateaux en état de fonctionner. Bien entendu, il est difficile d'établir les causes du sinistre, mais l'hypothèse avancée est celle d'un court-circuit. Les studios de la Victorine, qui tournaient depuis quelque temps au ralenti, n'avaient vraiment pas besoin de ce nouveau coup du sort. Jean-Yann est un collectionneur d'un genre un peu particulier. Il s'est fait arrêter cette nuit car il était en train d'enlever un sabot d'Anvers. C'était sur une place de Paris. Il a avoué aux policiers qu'il avait chez lui 3 à 4 sabots d'Anvers et les policiers sont allés les récupérer. Vous connaissez tous le docteur Méry, qui est par excellence l'ami des animaux. Eh bien, il organise pendant 3 jours une opération adoption. Les 3 jours de l'adoption, qui prennent fin demain 14 mars à 18h30, ont attiré beaucoup de monde sur la terrasse d'un grand magasin parisien. Ces 3 jours de l'adoption sont organisés par l'association des Amis des Bêtes à l'occasion de son 15e anniversaire. Chiens et chats de tout poil et de toute race sont exposés, attendant patiemment qu'une âme généreuse veuille bien les adopter. Les comprendre pour les aimer et les aimer pour les défendre, la devise des Amis des Bêtes que vous pourrez faire vôtre avant demain, 18h30. Sport maintenant, Michel Drucker, le suspense reste entier en Coupe du Monde de ski. Oui, en effet, on va savoir ce week-end qui sera sacré meilleur skieur du monde en ce qui concerne les hommes. Vous savez que Michel Jacot est déjà depuis longtemps la meilleure skieuse de l'année. Chez les hommes, vous l'avez dit, Daniel Cazan, le suspense demeure. On ne sait toujours pas qui de Schranz ou de Russell va remporter cette Coupe du Monde. Les voici se serrant la main. Ils étaient beaucoup plus sérieux et beaucoup plus concentrés ce matin au départ de la première manche. Moins flou. Moins flou. Au départ de la première manche de ce slalom géant de Vosbergen, et j'ai le résultat de cette première manche. Ce qui est intéressant, c'est Bleiner, un Autrichien qui a gagné. Deuxième, Giovanelli. Troisième, Schranz. Quatrième, Eckenmiller, un Allemand. Cinquième, Tony. Sixième, ex aequo, Russell et Auger. Mais rassurez-vous, tous ces hommes sont dans la même seconde. Et l'écart qui sépare l'Autrichien Schranz du Français Russell est seulement de 26 centièmes, ce qui est infime. Je vous rappelle que pour que Russell gagne la Coupe du Monde, il faut qu'il remporte aujourd'hui le slalom géant, et que Schranz ne soit ni deuxième, ni dans les 5 premiers du slalom spécial de dimanche. C'est difficile, mais ça n'est pas impossible, je vous rappelle, 26 centièmes après la première manche du slalom géant. Pour les footballeurs de l'équipe de France junior, le suspense a pris fin hier soir à Bilbao. Ils ont battu l'Espagne junior 3-1 et obtenu ainsi le droit de participer à la phase finale du tournoi européen en mai en Écosse. Cycliste Paris-Nice, c'est aujourd'hui la 5e étape, Bolène-Plan de Cuc, 190 km. Une formalité, on peut dire, pour le Belge Eddy Merckx, qui va sans doute remporter pour la 2e fois consécutive ce Paris-Nice. Il est en tête du classement général et on ne voit pas, sauf accident, qui pourrait le battre. Boxe, championnat de France des super welter ce soir à Caen, entre Jean-Baptiste Roland et Jo Gonzalez. Les spécialistes pensent que ce combat n'ira pas jusqu'au bout, qu'il se terminera avant la limite. Une chose est en tout cas certaine, le vaincu pourra prendre sa retraite, car pour les 2 boxeurs, c'est le combat de la dernière chance. Volleyball. Hier soir, à Coubertin, le Racing rencontrait le PUC. Il s'agissait d'un match pour le titre de champion de l'Île-de-France. Et en levée de rideau, il y avait un match pas comme les autres qui a beaucoup amusé les 3000 spectateurs de Coubertin. Il opposait, comme chaque année, l'équipe des artistes à l'équipe des journalistes. Voici nos camarades journalistes. Vous avez peut-être reconnu, malgré leur barbe, Henri-François de Virieux, Pierre Loctin de notre maison, Michel Bassy du Figaro, Jacques Legras ici et Jean-Paul Rouland, car cette soirée était placée sous le signe de la bonne humeur. Ils étaient juges de ligne, mais vous le voyez, ils ont beaucoup bu, beaucoup mangé. Je peux même vous dire qu'ils ont terminé la soirée dans un état d'ébriété avancé. Les artistes, Georges Guettari, Moustache, qui a perdu du poids hier soir, Pierre Barou, Bob Zaguri, Charles Gérard, François Patrice. Ils se sont beaucoup dépensés, nos camarades journalistes et artistes. Vous avez peut-être reconnu aussi Jacques Touffet du Parisien Libéré, Claude Lambert, notre capitaine, qui est de France ce soir. Donc les artistes se sont beaucoup dépensés, mais ils ont tout de même été battus par nos représentants, par les représentants de notre noble profession, de 7-1, prenant ainsi leur revanche de l'année passée. Henri-François de Virieux, qui a disparu de ce plateau parce qu'il est modeste, a été très brillant. Il a été beaucoup applaudi, ainsi que Michel Bassy du Figaro, qui a été, rappelons-le, international universitaire.
Voilà, c'est la fin. Ce furent ensuite les vrais joueurs, les joueurs beaucoup plus sérieux qui prirent possession du terrain. Les Racingman à gauche, maillot clair, face à l'équipe du PUC, une équipe du Racing qui remporta le titre hier soir de champion de l'Île-de-France. 3-7-2 grâce à ces excellents joueurs qui s'appellent Chouraki, Baronnet, Ellinger, Comte, Chotard, dont les matchs ont beaucoup impressionné Moustache, qui a d'ailleurs promis de s'entraîner sérieusement pour participer, bien entendu, au prochain match entre les artistes et les journalistes qui aura lieu l'année prochaine. Ce fut une soirée très sympathique et en tout cas une très bonne propagande pour le volleyball, qui est un très beau sport. On ne le dira jamais assez. 3-7-2, je vous le rappelle, pour l'équipe du Racing qui termine ici ce match par un joli match de contre l'international. Jacqueline Alexandre, ce n'est pas la Saint-Ignace, mais vous allez nous parler de coiffure pour dames. Oui, effectivement. Récemment, la haute coiffure française a présenté la nouvelle ligne. Elle s'appelle Dame de Trèfle. À cette occasion, Isis Lamy est allée assister au défilé des jeunes mannequins. Vous allez observer, c'est assez haut, assez large sur les côtés. Vous pouvez tout de suite voir que je ne suis pas du tout à la mode. En principe, c'est fait pour aller avec la nouvelle mode printemps-été 1970. Passons très vite à la Bourse de Paris où nous attend Jean-Michel 4 points. Encore une séance médiocre à la Bourse de Paris. Si quelques titres se distinguent comme la CGE,